8 septembre 2025. 19h30. Palais Bourbon, Paris. 364 députés viennent d'appuyer sur le bouton rouge. François Bayrou, Premier ministre de la République française, vient de perdre le vote de confiance. Son gouvernement s'effondre. La France se retrouve sans capitaine. Les médias hurlent un seul mot, chaos. Mais ce soir-là, pendant que l'Assemblée nationale célébrait sa victoire, pendant que Marine Le Pen souriait aux caméras, pendant que Jean-Luc Mélenchon levait le poing en signe de triomphe, un homme restait silencieux. À l'Élysée, Emmanuel Macron observait. Il ne disait rien. Il prenait acte. Et ceux qui connaissent l'histoire de la Ve République savent une chose, quand le président se tait, c'est qu'il prépare quelque chose. Alors, que s'est-il vraiment passé ce 8 septembre? Pourquoi Bayrou est-il tombé? Et surtout, qu'est-ce que cette chute révèle sur l'état réel de notre République? Parce qu'il ne s'agit pas simplement d'un vote. Il ne s'agit pas d'un budget rejeté. Il s'agit d'un moment historique. Un moment que la France n'avait pas connu depuis 1958. Un moment où tout peut basculer. Restez avec moi. Ce que vous allez découvrir va bien au-delà des titres des journaux. Pour comprendre ce qui s'est joué le 8 septembre, il faut remonter quelques mois en arrière. Décembre 2024. Emmanuel Macron nomme François Bayrou Premier ministre. 5e chef de gouvernement en moins de 2 ans. 5e tentative de stabiliser un pays fracturé, une assemblée ingouvernable, un peuple épuisé. Bayrou n'est pas un inconnu. C'est un centriste, un homme de dialogue, un vétéran de la politique française. Macron mise sur son expérience, sur sa capacité à rassembler. Mais dès le départ, tout le monde le sait, Bayrou n'a pas de majorité. Son gouvernement est minoritaire. Il doit composer, négocier, convaincre. Et surtout, il doit faire passer un budget. Un budget impopulaire. Un budget d'austérité. Parce que la France est au bord du gouffre financier. Le déficit public prévu pour 2026 atteint 5,1% du PIB. Les dépenses sociales explosent. Les caisses sont vides. L'Union européenne observe, inquiète. Les marchés financiers guettent le moindre signe de faiblesse. Et Bayrou sait qu'il doit agir. Même si cela lui coûte tout. Le 25 août 2025, il annonce la couleur. Il engagera la responsabilité de son gouvernement sur le plan budgétaire lors d'une session extraordinaire le 8 septembre. En clair, il utilise l'arme constitutionnelle ultime, le vote de confiance. Soit l'Assemblée le soutient, soit elle le renverse. Pas de demi-mesure. Pas de compromis. Tout ou rien. Mais Bayrou ne sait pas encore une chose. Une chose que ses conseillers n'ont pas vu venir. Une chose qui va tout changer. L'opposition a décidé de s'unir. Pas pour proposer une alternative. Pas pour construire. Non. Pour détruire. 1er septembre 2025. Les principaux partis d'opposition annoncent qu'ils voteront contre la confiance au gouvernement. Le Rassemblement national de Marine Le Pen. La France insoumise de Jean-Luc Mélenchon. Le Parti socialiste. Les Républicains. Des forces politiques qui, en temps normal, se détestent. Des idéologies opposées. Des visions contradictoires de la France. Mais ce jour-là, ils sont d'accord sur une chose, faire tomber Bayrou. Faire tomber Macron. Créer le chaos. Marine Le Pen est la première à monter au créneau. Elle ne parle pas du budget. Elle ne parle pas des réformes. Elle attaque directement le président. Le vrai sursaut serait la démission du président de la République. Il n'a plus de légitimité pour gouverner. Voilà son message. Simple. Brutal.
Efficace. Jean-Luc Mélenchon, lui, joue la carte de l'indignation populaire. Il dénonce les coupes budgétaires. 6,2 milliards d'euros de réduction prévue sur les dépenses sociales en 2026. Il parle des retraités, des fonctionnaires, des classes moyennes. Il promet que la chute de Bayrou sera un moment historique. Il a raison. Mais pas pour les raisons qu'il croit. Parce que ce que Mélenchon et Le Pen ne disent pas, c'est qu'ils n'ont aucun plan. Aucune solution. Aucune vision pour l'après. Ils veulent le chaos. Parce que le chaos, pour eux, c'est une opportunité. Une opportunité de gagner des points dans les sondages. Une opportunité de forcer des élections anticipées. Une opportunité de prendre le pouvoir. Mais le chaos, pour les Français, c'est autre chose. C'est l'angoisse. C'est l'incertitude. C'est la peur du lendemain. Et pendant que l'opposition fourbissait ses armes, Bayrou préparait son discours. Un discours qu'il savait être peut-être le dernier de sa carrière politique. Le 8 septembre au matin, François Bayrou se lève tôt. Il relit ses notes. Il sait ce qu'il attend. Il sait qu'il va être crucifié. Mais il a pris une décision. Une décision qui va surprendre tout le monde. Il va assumer. Jusqu'au bout. Parce que Bayrou a compris quelque chose que ses adversaires n'ont pas compris. Il a compris que la France ne peut plus se permettre de jouer. Que les réformes ne sont pas une option. Qu'elles sont une nécessité. Et que si personne n'a le courage de les porter, alors la République elle-même est en danger. Mais ce qu'il ne sait pas encore, c'est que son sacrifice ne sera pas vain. Que sa chute va déclencher quelque chose de bien plus grand. Quelque chose que Macron a prévu depuis le début. 18 heures. Palais Bourbon. L'hémicycle est plein. Les caméras sont braquées. La France entière retient son souffle. François Bayrou monte à la tribune. Il est calme. Presque serein. Il commence à parler. J'assume la responsabilité de ce plan budgétaire, car la France ne peut plus différer les réformes nécessaires. Voilà. C'est dit. Pas de langue de bois. Pas de faux fuyant. Il assume. Il sait qu'il va perdre. Mais il assume. Dans l'hémicycle, les réactions sont immédiates. Des huées. Des applaudissements. Des cris. Le chaos, déjà, avant même le vote. Marine Le Pen se lève. Elle prend la parole. Son ton est glacial. Le vrai sursaut serait la démission du président de la République. Il n'a plus de légitimité pour gouverner. Elle ne parle pas à Bayrou. Elle parle à Macron. Elle parle aux Français. Elle promet un nouveau départ. Mais elle ne dit pas comment. Jean-Luc Mélenchon enchaîne. C'est un moment historique. La Ve République n'a jamais connu une telle instabilité. Il a raison. Mais il oublie de dire que c'est lui et ses alliés qui ont créé cette instabilité. Qu'ils ont choisi le chaos plutôt que le compromis. 19h30. Le vote commence. Les députés appuient sur les boutons. Rouge. 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 Quelques verts, ici et là. Mais la marée rouge est implacable. Le résultat tombe. 364 contre. 194 pour. 15 abstentions. François Bayrou a perdu. Son gouvernement est tombé. La France est sans Premier ministre. Dans l'hémicycle, c'est l'explosion. Les opposants se congratulent. Ils ont gagné. Ils ont fait tomber le gouvernement. Ils ont humilié Macron. Mais ont-ils vraiment gagné? Parce que pendant que l'Assemblée célébrait, pendant que les caméras filmaient les sourires de Le Pen et les poings levés de Mélenchon, un communiqué tombait. Un communiqué de l'Élysée. Court.
précis. Glacial. J'ai pris acte du résultat du vote. Un nouveau Premier ministre sera nommé dans les prochains jours. Emmanuel Macron. Pas de colère. Pas de panique. Juste un constat. Et une promesse. Et ceux qui connaissent Macron savent ce que cela signifie. Cela signifie qu'il a déjà un plan. Que la chute de Bayrou n'était pas une surprise. Qu'elle faisait peut-être même partie du plan. Parce que Macron est un stratège. Un joueur d'échecs. Et pendant que ses adversaires jouaient aux dames, lui préparait son prochain coup. Le 9 septembre, François Bayrou remet sa démission à Emmanuel Macron. Les ministres démissionnent également. La France se réveille sans gouvernement. Les médias parlent de chaos. Les sondages montrent que 68% des Français jugent la situation politique chaotique. Dans les rues, l'anxiété monte. Que va-t-il se passer? Qui va diriger le pays? Que va devenir mon emploi, ma retraite, mon épargne? Les syndicats appellent à la mobilisation. Plus d'1,2 million manifestants sont descendus dans les rues depuis juin 2025 pour protester contre les réformes. Et maintenant, ils ne savent même plus contre qui protester. Le taux de chômage atteint 8,7%, en hausse de 0,4 points sur un an. L'économie ralentit. Les investisseurs s'inquiètent. L'Union européenne observe, silencieuse mais préoccupée. La France, pilier de l'Europe, est en train de vaciller. Et pendant ce temps, l'opposition savoure sa victoire. Marine Le Pen multiplie les interviews. Elle réclame des élections anticipées. Elle promet de restaurer l'ordre. Mais elle ne dit pas comment. Jean-Luc Mélenchon, lui, appelle à une 6e République. Il veut tout changer. Tout casser. Tout reconstruire. Mais sur quelle base? Parce que voilà le problème. L'opposition a réussi à détruire. Mais elle n'a rien à proposer. Aucun plan. Aucune vision. Aucune solution. Et c'est exactement ce que Macron attendait. Du 10 au 12 septembre, Emmanuel Macron consulte. Il reçoit les chefs de parti. Les uns après les autres. Il écoute. Il observe. Il prend des notes. Mais il ne dit rien. Il ne révèle rien. Et pendant que tout le monde spécule sur le nom du prochain Premier ministre, pendant que les médias font des pronostics, pendant que l'opposition crie victoire, Macron prépare sa riposte. Parce que Macron a compris quelque chose que ses adversaires n'ont pas compris. Il a compris que le chaos ne dure jamais longtemps. Que les Français, après la colère, après la peur, veulent une chose, la stabilité. L'ordre. Un capitaine à la barre. Et il va leur donner exactement ce qu'ils veulent. Mais pour comprendre ce qui se joue vraiment, il faut aller au-delà des apparences. Il faut comprendre les 3 niveaux de ce conflit. Niveau 1. Le narratif public. Officiellement, la crise est due à l'échec de réformes impopulaires, à l'absence de majorité parlementaire, à la nécessité d'une pérésagrupation politique. Les médias parlent de chaos, des instabilités inédites sous la 5e République. C'est ce que tout le monde voit. Niveau 2. L'agenda caché. Derrière les déclarations publiques se cache une bataille pour le pouvoir. L'opposition, RN et LFI en tête, veut profiter de la situation pour forcer des élections anticipées et affaiblir Macron. Les élites économiques et l'Union européenne, elles, exigent la stabilité et la poursuite des réformes. C'est une guerre d'influence, une guerre de positionnement. Mais il y a un niveau 3. Un niveau que personne ne voit. Un niveau que seuls quelques initiés connaissent. Le vrai enjeu, ce n'est pas Bayrou. Ce n'est pas le budget. Ce n'est même pas Macron. Le vrai enjeu, c'est l'avenir de la 5e République elle-même.
Parce que ce qui se joue en ce moment, c'est la question de savoir si la France peut encore être gouvernée. Si le système politique français, créé par De Gaulle en 1958 pour sortir du chaos de la 4e République, est encore viable. Ou s'il est à bout de souffle. Et Macron le sait. Il sait que s'il échoue, ce n'est pas seulement son mandat qui est en jeu. C'est la République elle-même. 1958. La France est au bord de la guerre civile. La guerre d'Algérie fait rage. L'Assemblée nationale est paralysée. Les gouvernements tombent les uns après les autres. Le dernier, celui de Félix Gaillard, ne dure que quelques mois. Le pays est ingouvernable. Et puis, un homme revient. Un homme providentiel. Charles de Gaulle. Il fonde la 5e République. Il restaure l'autorité de l'État. Il sauve la France du chaos. 67 ans plus tard, la France se retrouve dans une situation similaire. Pas de guerre civile, certes, mais une assemblée paralysée. Des gouvernements qui tombent. Un pays qui semble ingouvernable. Et la question se pose, faut-il un nouveau De Gaulle? Faut-il une 6e République? Ou faut-il simplement un leader capable de restaurer l'autorité de l'État dans le cadre existant? Macron pense qu'il est cet homme. Ses adversaires pensent qu'il est le problème. Et les Français, eux, ne savent plus quoi penser. Mais une chose est sûre, l'histoire est en train de s'écrire. Et nous en sommes les témoins. Alors, que va-t-il se passer maintenant? Macron va nommer un nouveau Premier ministre. Peut-être un technocrate. Peut-être un homme ou une femme de consensus. Peut-être même quelqu'un de l'opposition, pour forcer une coalition. Personne ne le sait encore. Mais une chose est certaine, Macron ne va pas démissionner. Il ne va pas céder. Il va se battre. Parce que pour lui, c'est une question de survie. Pas seulement politique, mais historique. Et l'opposition? Elle va continuer à réclamer des élections, à promettre le changement, à surfer sur la colère des Français. Mais elle sait, au fond, qu'elle n'est pas prête, qu'elle n'a pas de plan, qu'elle joue avec le feu. Parce que le chaos, c'est facile à créer, mais c'est difficile à contrôler. Et l'histoire nous enseigne que ceux qui créent le chaos en sont souvent les premières victimes. Quant aux Français, ils observent. Ils s'inquiètent. Ils se demandent ce que l'avenir leur réserve. Ils voient leur pays, leur république, vaciller. Et ils attendent. Ils attendent un signe. Un geste. Une parole forte qui les rassure. Parce que la France a connu bien des crises, bien des tempêtes. Mais elle a toujours survécu, toujours rebondi, toujours trouvé la force de se relever. Et peut-être que cette crise, aussi grave soit-elle, n'est qu'une étape. Une étape douloureuse, certes, mais nécessaire. Une étape qui forcera la France à se réinventer, à se réformer, à se redécouvrir. Ou peut-être que c'est le début de quelque chose de plus sombre. Le début d'une longue période d'instabilité. Le début de la fin de la 5e République. Seul l'avenir nous le dira. Mais une chose est sûre, ce qui s'est passé le 8 septembre 2025 restera dans les livres d'histoire. Comme un moment charnière. Un moment où tout aurait pu basculer. Et vous, vous en êtes les témoins. Alors, restez vigilants. Restez informés. Parce que l'histoire ne s'arrête jamais. Et que les prochains chapitres s'écrivent en ce moment même. La France est à la croisée des chemins. Et c'est maintenant que tout se joue. Ils ont voté pour créer le chaos. Ils ne savent pas encore qu'ils en seront les premières victimes. Fin du scénario.